Hey what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire où cette fois-ci nous allons parler du K429 qui est le seul sous-marin nucléaire ayant eu le douteux privilège d'avoir sombré 2 fois. Son premier naufrage survient dans l'océan Pacifique en 1983 et le second en 1985 directement au port de Petropavlovsk. Le K429 appartient au projet 670A SCAT ou la classe Charlie 1 pour l'OTAN. C'est un sous-marin nucléaire lance-missile à vocation anti-navire. Les Charlie 1 ou SCAT succèdent au brouillon Echo 2, des sous-marins nucléaires d'attaque au réacteur HEN, notoirement dangereux et dont le tir des missiles anti-navires nécessite une très vulnérable préparation en surface de 30 minutes. Ouais, 30 minutes, il a le temps d'être coulé plusieurs fois. Le SCAT doit être doté d'un nouveau missile lançable en plongée périscopique, le P-120 Malaki. La mise au point du propulseur de ce dernier connaît de nombreux problèmes qui retardent alors sa production. Faute de mieux, les soviétiques choisissent alors d'adapter un missile mer-mer existant, le P-15M Termite, qui devient ainsi le P-70 Améthyste. Les 11 premières unités de la classe 4 en sont équipées. Le K429 est ainsi construit de 1971 à 1972 au chantier de Sormonovo, près de la Volga. Il est lancé alors le 22 avril 1972 et il entre en service le 31 octobre de cette même année dans la flotte du Pacifique. Après une longue mission en mer qui a éprouvé l'équipage et le matériel, le K429 est rentré à la base de Petropavlovsk au printemps 1983. Il est mis en cale sèche pour son entretien périodique et de nombreuses réparations. Durant les travaux, son système de ventilation est ouvert au maximum pour l'extraction des fumées de soudage et les vapeurs des travaux de peinture. Les électrovannes, notez bien ça, de fermeture automatique de la ventilation sont déconnectées. Pendant ce temps, l'équipage profite d'un congé et d'un retour à la vie civile bien mérité. En effet, du temps de l'URSS, il faut savoir que seuls les officiers et une partie des officiers mariniers sont des militaires de carrière. Le reste est formé d'appelés pour un service de près de 3 ans. Le commandant du K429, Nikolai Sourovov, attend avec impatience sa mutation pour un poste à Leningrad, actuellement la ville de Saint-Pétersbourg. Or, en juin, il est convoqué par le chef de la flotte sous-marine du Pacifique, le contre-amiral Oleg Lerovev, lorsque ce dernier lui ordonne de reprendre le commandement du K429 pour réaliser un exercice de lancement de torpilles. Souvorov ne cache pas sa surprise ni son manque d'enthousiasme. Le ton monte alors rapidement et le contre-amiral le menace de le traduire en cour martiale pour désobéissance et pire encore de le faire exclure du Parti communiste. Or, le fait d'y appartenir est la condition sine qua non pour commander un navire ou obtenir une mutation. Le capitaine Sourovov remonte donc à bord du K429 et fait rappeler l'équipage. Le bilan est alors alarmant. Un tiers des appelés a terminé sa période de service militaire obligatoire et a été rendu à la vie civile. Or, ce sont évidemment les plus expérimentés. De plus, une partie des appelés de première et de seconde année, partis en permission pour 3 mois, ne peuvent être joints. Enfin, quelques officiers et officiers mariniers ont déjà été affectés à d'autres unités. Il manque donc environ 35 sous-mariniers sur les 100 qui doivent embarquer. L'état-major de la flotte du Pacifique complète alors l'équipage avec du personnel de la base navale et des hommes prélevés sur d'autres bâtiments à quai. Une partie des nouveaux embarquent pour la première fois à bord d'un sous-marin et même pire à bord d'un navire. Par ailleurs, le départ étant avancé de 3 mois, les ouvriers du chantier ne peuvent terminer les réparations. Et le sous-marin ne subit qu'une infime fraction des contrôles après travaux. Par exemple, de nombreux réseaux et soudures ne sont même pas éprouvés par les épreuves de pression, de ressuage, etc. Le 23 juin 1983, le K429 apparaît donc hâtivement sous la pression de l'amirauté pour se rendre sur la zone d'exercice prévue. Souvorov refuse d'exécuter le tir de torpille prévu par 200 mètres de profondeur sans réaliser au préalable un test d'immersion comme le prévoit le règlement. Sixième sens ou simple intuition, il choisit pour se faire une zone de faible fond, 40 mètres, et à proximité du port. En fin de soirée, le K429 entre en surface dans la baie de Saranaï, au large de la péninsule du Kamchatka. Souvorov prévient sa base de son test de plongée, puis ordonne d'atteindre l'immersion périscopique. Il omet par contre de déclencher le chronomètre de plongée qui permet à l'équipage de s'organiser pour la manœuvre. Notez bien ça aussi. Les ballasts principaux commencent à se remplir, mais un officier constate que les voyants des ballasts indiquent au contraire qu'ils sont vides. Souvorov est alors face à un dilemme. Soit les voyants sont défectueux, soit c'est le système de ballast, soit ce sont les deux en même temps. Il leur donne alors de remplir les ballasts auxiliaires.
Avec ces 60 tonnes d'eau supplémentaires, la flottabilité du bâtiment devient franchement négative et le sous-marin s'enfonce rapidement. Une fuite d'eau de mer se produit alors dans la tranche avant du bâtiment. En cas de voie d'eau, la ventilation et les égouttis étanches doivent être fermés pour éviter l'envahissement du sous-marin. Or, faute d'électrovannes fonctionnelles, le circuit de ventilation reste ouvert. L'avant est immédiatement envahi par 420 mètres cubes d'eau, une catastrophe tuant 14 hommes avant que l'on puisse fermer le circuit de ventilation. Le sous-marin étant fortement incliné sur l'avant, Souvorov ordonne de chasser les ballasts en urgence afin de remonter en surface. Malheureusement, l'opérateur se trompe et il purge les réserves d'air comprimé du sous-marin au lieu de chasser les ballasts. Le K429 coule rapidement et heurte le fond de l'océan par 40 mètres. Souvorov fait inspecter son navire. Aucun dommage structurel visible n'est relevé. La balise de secours n'est cependant plus utilisable depuis qu'elle a été soudée à la coque pour éviter de se détacher en mer et révéler la position du sous-marin. Souvorov ne possède donc aucun moyen d'entrer en contact avec l'extérieur, ni de signaler sa position. Ayant annoncé son test de plongée à la radio, il sait qu'au bout d'une heure, l'officier de service de la base navale, s'il ne reçoit pas un nouveau message du sous-marin, doit donner l'alerte. Confiant en cette procédure, il choisit d'attendre les secours. Mais le lendemain matin, un dégagement d'hydrogène est détecté. Il provient des batteries qui n'ont pas été remplacées. N'ayant détecté au sonar passif aucune activité de secours, Souvorov comprend que son message de début d'exercice n'a pas été reçu, ou n'a pas été suivi. En milieu de matinée, il demande 2 volontaires pour sortir du sous-marin par un sas ou un tube de lancement afin de prévenir les secours. 2 hommes s'équipent de combinaisons et gagnent la surface. Constatant qu'aucun navire de secours n'est sur zone, ils atteignent la côte à la nage et sont arrêtés par la police militaire. À midi, suite à leur rapport, l'amiral Levoreif dépêche des hélicoptères et des navires en baie. À 19h15, le K429 est localisé et le sauvetage peut commencer. À 22h36, un premier sous-marinier est remonté. Le reste de l'équipage suivra avant minuit, moins 2 hommes qui périssent accidentellement au cours des opérations. Compte tenu de la faible profondeur où gît le K429, il peut être renfloué. Le 6 août, il est remonté à la surface puis remonté en eau peu profonde. L'inspection de la tranche machine révèle que le réacteur nucléaire s'est automatiquement éteint. Aucune fuite radioactive ni radiation n'ayant été détectée, le sous-marin est placé alors en cale sèche pour des travaux dès le 8 août. Les travaux traînent toutefois en longueur car il faut reprendre tous les circuits, remplacer l'électronique. Or, il s'agit d'une unité peu efficace sur le plan militaire à cause de la portée limitée de son missile anti-navire. Les unités de la classe 4, dont est issu le K429, doivent d'ailleurs être remplacées déjà par le nouveau projet 949, les futurs Oscar pour l'OTAN. Finalement, il est décidé que le K429 servira pour l'entraînement et l'instruction. Il reste donc principalement au port et son entretien est bien vite délaissé. Le 13 septembre 1985, le K429 coule suite à une entrée d'eau de mer par un tube de lancement, et alors qu'il se trouve à quai sans faire de victimes. Il est renfloué une seconde fois, mais du fait de sa corrosion avancée, du montant des travaux pour le rendre opérationnel et de son obsolescence tactique, il est rayé des listes en 1987 puis renvoyé à la ferraille. Pour se dédouaner du premier naufrage, l'amirauté russe entend donner une suite à cette affaire et un procès est organisé. Le commandant, Souvorov, et le capitaine Nikozov, responsable de la tranche machine, sont inculpés pour faute grave et négligence. Au terme du procès, Souvorov est condamné à 10 ans de prison. 10 ans de prison pour ne pas avoir déclenché le chronomètre de plongée. Nikozov écope lui de 8 ans de prison. L'amiral Levoreif, qui avait pourtant ordonné l'appareillage du K429 en travaux, est l'accusateur. Ce n'est pas l'accusé, c'est l'accusateur. Lors de sa dernière prise de parole au tribunal, Souvorov prononce des paroles prophétiques. « Si vous ne dites pas la vérité, les autres n'apprendront pas de vos erreurs. D'autres accidents surviendront et d'autres gens perdront la vie. » Et malheureusement, il ne croyait pas si bien dire. En 2001, le sous-marin Kursk sombre lors d'un exercice de tir de torpille à proximité des côtes russes. Il s'écoulera 9 heures entre le moment où le Kursk doit contacter son navire amiral en fin d'exercice et le lancement réel des opérations de recherche et de sauvetage. Un intervalle de temps beaucoup trop long pour l'équipage du Kursk, dont je ferai une vidéo là-dessus. L'histoire se répète et les morts du K429 l'ont été en vain. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas et à partager cette vidéo.
Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.